Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau journal du e-commerce pour décrypter, commenter et analyser les actualités du e-commerce. Et comme chaque semaine, je suis avec Nicolas. Comment ça va Nicolas cette semaine? Écoute, ça va très bien, un peu chaud, mais Ouais, c'est le mais cas de tout le voilà, monde. j'espère que vous êtes bien installés avec un petit ventilateur, pour nous écouter, à la fraîche. On va essayer de vous rafraîchir au moins les idées Ouais. avec, des actualités, toutes neuves, toutes fraîches. Oui et merci, déjà de nous suivre, hein. Vous êtes de plus en plus en vidéo sur YouTube, en audio sur, toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre édito, notre newsletter, hein, qui sort toutes les semaines avec toutes les actualités qu'on décrypte sur notre site e-commercenation.fr. On avait parlé de Wero la semaine passée, de son lancement, un petit peu état des lieux et ben cette semaine, on vous propose un autre état des lieux du paiement via les agents IA, le paiement agentique. Toujours beaucoup d'actualités avec ce sujet, beaucoup de points. On va faire justement le point et avant cela, un grand merci à notre partenaire Airwallex, hein, qui accompagne le développement de cette émission. On vous parle un petit peu plus d'Airwallex en fin d'émission, justement, avec une question: comment mieux piloter son e-commerce avec une vue unifiée des flux financiers? C'est dans quelques instants, à la fin de cet épisode. Et donc, ce qu'on vous propose avec Nicolas cette semaine, c'est une actualité phare, c'est l'état des lieux du paiement agentique. Paiement agentique, hein, qui devient l'un des sujets de plus en plus sensibles quand même du commerce IA. Il y a de l'IA partout. Il y a l'IA au niveau du paiement, le paiement agentique depuis 2 ans, hein. Les assistants IA progressent, faut le dire quand même rapidement, sur la partie amont du parcours d'achat, hein, tout ce qui est recherche produit, comparaison d'offres, génération des paniers, recommandations personnalisées, suivi des prix, et cetera. On en a déjà pas mal parlé avec Nicolas, mais là, il y a une question qui reste décisive pour les banques, pour les réseaux de cartes et les e-commerçants notamment, on y reviendra. Comment sécuriser une transaction quand l'achat n'est plus directement initié par un humain, mais par un agent IA agissant pour son compte? C'est tout l'enjeu de cet épisode, de cette émission. Première question pour toi Nicolas, si, avant qu'on bascule et qu'on passe dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous défricher un petit peu le terrain en revenant sur ce qu'est le commerce agentique et le paiement agentique très rapidement? Alors oui, c'est des gros sujets, hein, on en parle beaucoup, hein, sur les dernières émissions. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu, voir les précédentes émissions, je vous invite à découvrir, l'ensemble des sujets, puisque le commerce agentique, ça va être tout simplement le commerce qui va passer à travers un agent IA. Ça peut être, ChatGPT, Gemini, pour en citer quelques-uns. Donc vraiment, c'est un univers qu'on est en train de découvrir puisque il y a une structuration autour de la donnée, autour de l'expérience utilisateur, qui est en train de se faire et ces modèles-là sont à la recherche de modèles économiques. Donc on connaissait très bien Google, son modèle publicitaire avec, de la publicité en haut des résultats, Google Shopping qui était intégré aussi, dans le moteur de recherche et donc là, ces agents IA cherchent des modèles économiques, qui soient publicitaires ou commerciaux pour générer, des transactions et donc c'est ce qu'on observe et ce qu'on décrypte, aujourd'hui, ce nouveau, type de e-commerce, le commerce agentique. Donc ça, c'est pour vraiment vous donner un cadre. Je vous invite à expérimenter sur, ces différents outils, de rechercher des produits pour voir déjà comment apparaissent les produits, en termes de comparatifs, en termes de sélection aussi. Mmh. Pourquoi, tel produit est affiché et non pas, un autre? Donc vraiment, c'est une nouvelle expérience pour le consommateur et donc c'est d'autant plus intéressant pour les marchands de savoir comment ça fonctionne et comment se positionner Ouais. et donc aujourd'hui, ce qu'on a décidé de traiter, c'est le paiement agentique. Ça va être la prolongation de l'aspect transactionnel sur ces plateformes. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, on peut chercher un produit, le paiement n'est pas forcément pris en charge Ouais. sur ces plateformes-là, mais on sait que c'est qu'une question de temps puisque, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, que ça soit du paiement et technologique, veulent arriver à cette finalité, que l'agent IA soit en capacité de réaliser l'acte d'achat à votre place et donc c'est assez révolutionnaire puisque Ouais. ça rend totalement le paiement invisible, hein. On Mmh. parlait de friction, dans le e-commerce d'hier, de se dire, il peut y avoir des abandons de panier si, le checkout, la page de paiement est mal pensée, elle n'est pas optimisée. Aujourd'hui, eh ben, on va pouvoir, carrément sauter cette étape-là, puisque si je délègue mes informations de paiement et je délègue l'acte, de cliquer et de valider mon panier à un agent IA, eh ben, la transaction va pouvoir se faire, Mmh.
sans moi, mais juste, avec mon accord et donc ça pose un peu des questions, juridiques, de Bien sûr. responsabilité et de, de données, hein, pour les marchands de récupérer la donnée. Donc il y a beaucoup d'enjeux à travers ça, à travers cette nouvelle facette du commerce agentique. Donc on voit que les agents IA remplacent les moteurs de recherche et donc, bah, demain, ça se trouve, le paiement agentique va remplacer le paiement sur les sites marchands. Oui, on vous met d'ailleurs, sur l'article qu'on vous partage, hein, quelques exemples. Ça peut être, voilà: «Renouvelle-moi ce produit si son prix descend en dessous de 40 ou de 30 €, commande les consommables habituels si mon stock est bas», et cetera. C'est plus des, voilà, comme tu disais, des intentions, et que derrière, bah, l'IA, ils comprennent: «OK, c'est le moment, il en a besoin puisqu'il m'a donné tous les jalons dont j'avais besoin, donc je passe à l'achat». C'est quand même, tu disais, une vraie révolution, hein, quand même, il faut le dire. On pensait déjà que le commerce agentique était une révolution, c'en était une, mais alors là, en plus, avec le paiement qui arrive, c'est une autre étape. Et peut-être rapidement, sachant que dans l'article qu'on vous partage, il y a aussi, voilà, un tableau qui est très explicatif, hein, sur le checkout classique versus le checkout agentique. Est-ce que tu peux quand même revenir sur cette différence concrètement? Comment est-ce que ça fonctionne, ce paiement? Ouais, c'est assez intéressant de comprendre, hein. Pour moi, il y a un point clé qui va être essentiel puisque si demain je délègue l'acte d'achat à un agent IA, il faut qu'il ait toutes les conditions. Mmh. Heu, alors que jusqu'alors, c'est moi qui déclenchais l'achat Ouais, c'est ça. je cliquais, je mettais le produit dans mon panier, je le validais, je mettais, l'ensemble de mes éléments de livraison. Là, l'agent IA, à terme, l'idée c'est qu'il ait l'ensemble des données, qu'il ait déjà mon adresse de livraison, qu'il ait mes données bancaires, que je lui ai peut-être, donné des validations, bancaires, en disant, à, tous les achats en dessous de 50 €, c'est validé, de manière totalement fluide, peut-être avec des validations, beaucoup moins contraignantes Mmh. que des authentifications, fortes, hein, par exemple et donc c'est vraiment cet aspect un peu de mandat, de dire, trouve-moi un cadeau d'anniversaire de mariage sous 150 € ou, renouvelle-moi, ce produit, tous les mois, si j'en manque, quoi, voilà. Il va y avoir du conditionnel et une mise en contexte qui va permettre de déclencher l'acte d'achat, Mmh. et donc c'est ce qu'on va appeler, cet aspect un peu de mandat, où au final on va être très passif dans l'acte d'achat et donc ça, je pense, c'est vraiment le point clé qui révolutionne, l'expérience. Si on regarde, hein, tu l'évoquais dans notre article qui est extrêmement complet, préparé par Lilian, on a plusieurs éléments qui sont comparés, hein, que ça soit Ouais. Ouais. L'initiateur de l'achat, ou du processus d'achat, soit le client humain ou là, ça va être l'agent IA qui va être mandaté par le client. Le déclencheur dans le e-commerce classique, c'est, le clic sur payer. Là, ça va être du conditionnel, comme je disais, Mmh. heu, recommande-moi ce produit-là dès qu'il est en stock, recommande-le-moi tous les mois. Donc, le déclencheur, je vais lui poser une condition, mais en fait, l'acte d'achat pourrait être très bien décalé dans le temps de par ce fameux mandat Ouais. qu'on aura remis. Donc ça, c'est important à comprendre, cet aspect, mandat qui permet de décaler un acte d'achat ou de le rendre, instantané et totalement fluide à travers une commande vocale ou écrite. Donc ça, c'est extrêmement riche et donc dans cette continuité, l'interface n'est plus du tout la même. Donc, que ça soit sur une application, sur un chat de l'agent IA, hem, à travers, un wallet. Mmh. La décision, jusqu'alors l'utilisateur comparait par lui-même. Là, c'est l'agent IA qui compare, qui va pouvoir préconiser. Hem, mais quid du panel de comparaison, hein? Est-ce qu'il fait une comparaison, détaillée? Est-ce Ouais. qu'il va avoir toutes les meilleures offres? Parce que peut-être il y aura des marchands qui n'auront pas fourni toutes les données à ces outils d'IA et donc ils vont pas recenser tous les meilleurs prix ou les meilleures propositions et puis peut-être qu'il y aura des propositions, heu, sous forme de publicité Mmh. ou de C'est vrai. recommandations un peu commerciales. Donc là, quid de la prise de décision sur le produit, en lui-même? Donc peut-être qu'il y aura, l'humain, voilà, le consommateur qui va, se prononcer, sur la validation finale du produit. L'authentification, hein, aujourd'hui, on est vraiment sur un processus où on va authentifier de manière manuelle avec son portable,
avec un wallet, avec tout ça. Là, on pourra peut-être avoir des pré-autorisations, Mmh. avec des tokens, des connexions, un smart wallet qui va pouvoir, valider, il va dire: «Ah, j'ai déjà acheté ça. Oui, tous les mois, il achète tel produit, donc je vais, accepter la transaction, pour tel site, ou tel type de produit». La mise en place de données, le risque qui est aussi, un petit peu plus, flou, hein. On parlait du mandat. Si le C'est mandat, il ça. est trop flou, si tu dis à l'IA: «Bah, achète-moi ça tous les mois», mais au final, il comprend mal ta requête, ou il t'achète trop de produits, tous les mois ou, voilà, il y a vraiment un questionnement. Le risque principal avant, c'était l'abandon de panier. Maintenant, c'est, peut-être que tu es intéressé par, ce produit, mais si tu l'as mal drivé, si tu lui as donné les mauvais jalons, et ben c'est ça le fameux mandat flou. C'est exactement ça, c'est le consentement qui est mal encadré. Voilà. C'est on suppose que toutes les requêtes des consommateurs vont être claires. Mais on sait que chacun communique d'une manière C'est totalement ça. différente, donc il y aura un sujet de confirmation et donc des risques, derrière, hein et puis aussi, la confiance dans l'agent IA. Si demain, l'agent IA, il a tes données bancaires, heu, Ouais. comment tu restes maître de Mmh. l'ensemble de tes transactions et donc l'enjeu, marchand. Donc voilà, je vous ai listé un peu les différents axes. Je vous invite vraiment à retrouver sur Ouais. l'article qui est beaucoup plus détaillé avec tous les éléments pour comprendre un peu le changement de paradigme, Mmh. les 2 mondes qui se répondent. Je trouve que c'est super intéressant. C'est c'est un peu bouleversant. On se dit, «Ah, Ouais, c'est quand même. bizarre». Heu, je vais pas laisser un chatbot, passer des commandes à ma place. Donc voilà, je je serais curieux d'avoir un peu vos retours, en commentaire, sur vos ressentis, mais je pense que c'est une suite logique, hein, de l'évolution du commerce parce que, aujourd'hui, je connais personne qui dit, «Ah, je prends du plaisir à remplir toutes mes données, sur la fiche, Ouais. checkout. C'est vraiment un kiff» et puis parfois, il comprend mal ce que je mets, parfois le formulaire, il est pré-rempli, mais en fait, il prend mes anciennes données, donc voilà, en fait, ça, cet aspect-là, il y a peu de valeur ajoutée. Ça cause plutôt des abandons de panier pour les marchands. Donc il y a un vrai sujet de rendre ça, vraiment, invisible et indolore et on parlait, de check-out sans friction, Mmh. sur les précédentes années. Bah, maintenant, c'est Ouais. d'avoir, de ne plus avoir de check-out. Le dernier point que tu évoquais sur ce tableau, hein, c'est les enjeux marchands et justement, on reviendra, dans une question un petit peu plus tard sur justement, ça change quoi pour le e-commerce? Comment est-ce qu'on s'y prépare aussi à ce, paiement agentique? Mais avant ça, j'avais envie qu'on parle quand même de la réglementation. Je sais pas si tu as fait tout le tour, hein, sur le fonctionnement, mais je pense que c'est plutôt clair et dans tous les cas, il y a tous les éléments, sur notre article comme tu le disais. On pourra le repartager ou revenir sur, 1 ou 2 éléments si tu penses que c'est utile, Nicolas. Mais sinon, l'autre point qui est quand même important et qu'il faut mettre en avant, c'est la réglementation. Comment ça se passe? On en est où à ce niveau-là? Oui, on sait qu'en Europe, c'est un sujet, assez central. On aime bien faire des réglementations et ça a du bon sur la partie paiement et consommation, hein, notamment sur, l'authentification forte, du client. Hem, donc ça, c'est peut-être le point central, la problématique du paiement agentique en Europe, Ouais, notamment imposée par la DSP2, hein, qui va évoluer là avec, la DSP3. Donc pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément les éléments en tête, l'authentification forte, c'est dès lors que vous réalisez un paiement en ligne et que vous allez recevoir soit un SMS, soit une notification de votre application bancaire pour valider le paiement. Donc c'est pas juste d'avoir la carte bancaire et de rentrer les informations, c'est que derrière, il y a une validation de votre mmh, identité à travers votre numéro de téléphone ou l'application bancaire que vous avez sur un smartphone. Donc ça, c'est, une étape incontournable, hein, aujourd'hui. Alors après, ça dépend sur les montants. Parfois sur les petits montants, ouais, c'est des choses qui sont moins contraignants, ou, si c'est un marchand connu où vous avez, des transactions, régulières sur cet aspect-là. Donc voilà, la difficulté, elle est simple, c'est comment une IA peut-elle valider un paiement, 3D Secure, donc cette validation-là, si l'utilisateur n'est pas présent au moment exact de la transaction. exactement. Ouais. Donc
la réponse ne pourra pas être une simple, automatisation, qui est opaque. Il y aura, une nécessité, de valider. Donc c'est en ce sens-là où les banques, elles devront probablement développer des mécanismes Mmh. de délégation d'authentification, où l'utilisateur valide à l'avance un mandat précis, Ce fameux mandat, ouais. un montant maximum, une durée, une catégorie de produits, un marchand ou un type d'achat. Donc, peut-être on pourra imaginer demain sur, notre compte bancaire en disant, définir un budget Mmh. pour, le commerce agentique. Ouais, peut-être. Donc, tu Ouais. mets un plafond, comme ça tu sais que ça déborde pas dessus et peut-être tu peux activer, quelque chose, spécifique. Mais les banques auront intérêt à aller dans cette fluidité, hein, Ouais, bien dans sûr. tous les cas, sinon l'utilisateur, il va basculer sur d'autres wallets. Bah, on parlait de Wero typiquement. La semaine Heu, dernière, ouais. Là, ce qu'on parle, c'est des smart wallets, hein, donc de permettre à l'utilisateur d'autoriser par biométrie, une règle d'achat. Heu, L'agent, il peut acheter ce produit si le prix, descend sous 25 €, Mmh. dans la limite d'une commande par mois. Voilà, encore une fois, j'ai un mandat qui est clair, je le valide en amont à travers une interface, ou un wallet qui, heu, qui est en capacité de faire cette authentification, et donc voilà, il y a un consentement, je pense, initial qui doit être mis en place Mmh. pour permettre, la délégation de l'acte d'achat. Oui, ça peut être un plafond, soit en termes de montant ou peut-être en nombre de transactions aussi, de dire: «OK, par contre, pas plus de 2 ou 3 transactions peut-être au début pour être sûr» ou faut, après d'autres validations, histoire de cadrer quand même les choses parce que je pense qu'au début, ce sera peut-être, bah, bien sûr à rôder et à modifier, mais bon voilà. Ce sera intéressant de voir justement ce fameux mandat, comment est-ce que ça fonctionne. Où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui? Il y a pas mal, ça bouge pas mal, notamment côté Visa, côté Mastercard. Il y a un schéma d'ailleurs, une infographie qui est sur l'article, hein, qu'on vous évoquait, qui explique pas mal où est-ce qu'on en est. Je sais qu'il y a aussi des voilà, des bouleversements chez Amazon. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus? Oui, beaucoup d'éléments, hein, et donc c'est pour ça nous tient à cœur de vous partager ces éléments-là parce qu'on on pourrait se dire, «Écoutez, les gars, vous êtes un peu dans le futur. Moi, je vois pas ces 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 fonctionnalités-là se développer très prochainement». Mais en fait, c'est que les solutions de paiement, elles sont déjà matures sur ces sujets-là. Elles sont déjà en train de travailler et de développer, des fonctionnalités. Donc en fait, c'est très réel et aux États-Unis, il y a déjà beaucoup de choses qui sont Ouais. mises en place et quand on voit qu'il y a de nombreux moyens de paiement, américains qui sont opérationnels en Europe, bah, la suite logique, c'est vraiment que ça se déploie très rapidement. Donc, si on prend l'exemple de Visa, ils ont, déployé, Visa Agentic Ready et Intelligent Commerce Connect. Donc c'est des fonctionnalités qui permet de se connecter davantage aux agents IA, d'avoir une meilleure compréhension, notamment pour les marchands des catalogues produits, des protocoles, des rails de paiement pour faciliter les intégrations, techniques. OK. Donc ça, c'est le premier élément, c'est d'accompagner les entreprises pour, bah, se distribuer et s'interfacer avec, les différentes plateformes. Donc, notamment avec la partie, Intelligent Commerce Connect, Visa, ils souhaitent proposer une couche, d'orchestration OK. qui est capable de générer, l'initiation, du paiement, la tokenisation, l'authentification, les contrôles de dépenses. Il y a une intégration qui est unique. OK. Donc voilà, je vais pas rentrer dans tout le détail. Sur l'article, vous avez énormément d'éléments là-dessus. Vous pouvez retrouver aussi, pas mal de détails, sur Mastercard, sur ces éléments-là. Donc là, l'idée, c'est se dire, on va définir une architecture qui est accessible aux entreprises qui veulent se développer sur ces outils. Donc, si vous êtes un marchand, vous avez pris le pas de structurer vos données pour ressortir au mieux sur ces plateformes, bah, la prochaine étape, c'est de se dire comment je crée un écosystème de paiement qui va permettre une, très forte fluidité, sur ces plateformes. Donc vraiment, il y a un alignement à avoir sur la donnée produit, sur la création de contenu, sur la perception de Mmh. marque, sur, la mise en place d'un écosystème, paiement, fluide pour, bah, performer et aller chercher, des transactions et des parts de marché.
Ouais, c'est un sujet qui est quand même assez technique, hein. C'est pour ça que on va pas se permettre de rentrer non plus dans toute cette technicité, mais voilà, comme tu le disais Nicolas, il y a tout, sur l'article, un petit peu plus de détails. Il y a une infographie qui est très bien faite d'ailleurs, justement pour expliquer où on en est concrètement aujourd'hui en prenant l'exemple de Visa ou de Mastercard. Quand il y a de la nouveauté, Amazon n'est jamais très, très loin. Est-ce que tu peux faire juste un petit focus rapidement sur Amazon? Parce que pareil, chez Amazon, ça a bougé aussi, même si c'est un petit peu une autre trajectoire. Est-ce que tu peux, revenir là-dessus? Ouais, c'est intéressant de voir leur évolution. Ils ont une autre trajectoire. Donc, aujourd'hui, Amazon, donc c'est on connaît tous, hein, place de marché, acteur e-commerce, qui est incontournable. Ils ont un moteur de recherche qui est assez puissant, en interne. Ils ont bien sûr, Alexa, Alexa for Shopping, Alexa Plus, Rufus qui était aussi leur assistant IA et donc là, ils essayent de reprendre ces briques-là pour se diriger vers un assistant d'achat autonome. OK. Donc, voilà, on a un peu des ChatGPT, des Gemini qui sont un peu des moteurs de recherche qui viennent des assistants IA. Eux, ils prennent leurs assistants, vocaux pour ce qui est à peu près le même résultat, Oui, au final, mais oui. philosophiquement et en termes, d'ADN, c'est un peu différent. Donc à voir si Amazon va prendre le lead parce qu'ils ont énormément de produits dans leur base de données, Ouais. ils ont énormément de connaissances niveau consommateur et ils ont des technos, qu'ils ont pu éprouver à des échelles, mondiales. Donc là, il y a un mix qui est assez intéressant à voir en se disant, comment Amazon va réussir à donner du sens à, un assistant shopping, IA. Mmh. Et donc leur objectif, c'est simple, hein, c'est de formuler une intention, simple: «Trouve, un ordinateur portable, pour mon fils, sous 900 €». Et donc, là, l'agent IA, il va pouvoir surveiller les prix, analyser les avis, générer des guides personnalisés, déclencher un acte d'achat, si, voilà, toutes les conditions sont réunies. Heu et donc je trouve le mix intéressant parce qu'ils connaissent leurs marchands, ils Bien sûr. connaissent leurs produits, Mmh. ils ont tous les avis clients. Donc ça, c'est un vrai sujet, hein, les avis clients, notamment dans ces outils, là, également. Et donc Amazon centralise énormément de contenu et de données là-dessus. Donc voilà, c'est Amazon qui pousse cette logique avec, Buy for Me, hein. Heu, Mmh. c'est aussi une fonctionnalité capable d'acheter sur d'autres sites pour le compte du client. Donc, OK. ils avaient fait déjà à l'époque, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des boutons un peu, co-brandés. Donc, Ouais. tu pouvais appuyer sur un bouton, je sais pas, pour avoir un pack d'eau et hop, ça passait automatiquement, commande pour être livré dès que possible, pour un pack d'eau, tu vois? Mmh. Donc sur des produits un peu, du quotidien, ils avaient développé un peu cet aspect-là. Donc je pense qu'ils ont certains éléments de compréhension, notamment dans la partie transactionnelle, Ouais. qui est extrêmement intéressant à observer. On suivra bien sûr comment Amazon évolue aussi sur ce terrain de jeu-là, et pourquoi pas, faire un épisode focus sur Amazon parce que c'est un très, très bon terrain de jeu aussi pour décrypter pas mal d'actualités. Quand il y a des actualités et des nouveautés, ils sont rarement bien loin. On parlait tout à l'heure du paiement agentique slash, e-commerce, voilà. Comment est-ce que ça va changer le paysage du e-commerce et comment s'y préparer quand on est, e-commerçant, selon toi? Ouais, ça, grosse question, on l'a déjà Ouais, évoqué. Je vais essayer de synthétiser, à terme, ça va changer plusieurs dimensions du métier, e-commerce. 1er élément, c'est la qualité des données produits, ça devient critique. Heu, si vous n'êtes pas compréhensible, hein, au même titre que par Google, hein, à bien l'époque sûr. ou par des places de marché, hem, il va falloir être compréhensible et donc ça, faut structurer sa donnée pour les agents IA, pour qu'ils puissent être en capacité de choisir précisément le bon produit. Et donc là, je pense qu'il y aura un système de notation, hein, Mmh. comme sur Amazon ou des places de marché. Si vous ne remplissez pas les critères, de clarté pour le consommateur, ça va être très difficile. Donc ces données doivent être, cohérents, exploitables. Derrière, le checkout doit devenir compatible avec des parcours,
non humain, Bah donc oui, c'est c'est ça qui est super fou, bizarre hein. de dire ça. Donc en fait, ton check-out, il doit être, compréhensible, intuitif, intégré avec, les agents IA. Et enfin, la confiance, devient un facteur de conversion, hein. Donc c'est pas le même type de confiance. En fait, on parle de confiance, on a toujours parlé de confiance de l'e-commerce. Là, c'est une confiance, transmise. Donc c'est l'agent IA qui va te présenter des produits ou un site. Donc tu auras pas forcément un fort espace, mais il faut que tes visuels soient de qualité, Mmh, il faut que tes avis soient de qualité pour que l'agent IA soit le meilleur ambassadeur c'est ça, de ta marque. c'est ça, Donc, exactement. il y a un transfert de confiance via un intermédiaire qu'il faut structurer à travers de la création de contenu, des avis clients. C'est super intéressant. Là, j'ai fait il y a pas longtemps, l'événement, Trustpilot et du coup, eux, c'était un gros sujet et ils avaient une très forte croissance sur ce sujet-là parce que, en fait, les avis de Trustpilot, ça permettait, de très bien Ouais, ressortir, sur, les différents agents IA, hein. Heu donc voilà, la logique de référencement est totalement différente. Donc construire un écosystème de confiance autour des avis, autour du contenu, autour, de d'ambassadeurs, ça va mmh. être essentiel, pour que, bah, l'IA ait un niveau de certitude très élevé pour préconiser vos produits. Très bien et j'aimerais bien avant qu'on termine et qu'on entame la conclusion, s'il y a quand même des limites à cette, ce bouleversement, à cette nouveauté. Ce serait quoi selon toi, les limites? Peut-être 3 limites, que tu vois? Ouais, il y a 3 limites, hein, qu'on a identifiées, au sein d'ECN. Première limite, c'est la limite juridique. Qui est responsable si l'agent achète le mauvais produit? Ouais, central. C'est une question bête, mais Et ah bah, non, c'est pas ça que je voulais. Ou peut-être j'ai pas été clair. ouais, Hem, je me suis trompé de couleur et je me voilà, suis trompé de couleur ou, j'ai fait ça ou si le client il est de mauvaise foi aussi. ça peut. Il y en a. Mais voilà, nombre de retours, est-ce que ça va pas générer des flux sur, l'impact logistique, tout ça? Bref, c'est le développeur, la plateforme IA, la banque, le consommateur, bref, il y a il y a vraiment de consentement, mais c'est là où la validation va être importante, hein, pour Ouais, que la responsabilité juridique, ça reste sur le consommateur, en partie au moins, dès lors qu'il déclenche l'acte d'achat. Deuxième obstacle, c'est le consentement. OK, Donc, des zones grises, hein, si le mandat, comme on l'a évoqué, est ouais, mal compris, si s'il le est trop large. consentement, il est trop large, si, le contexte est un peu trop ambigu, lorsque l'achat est déclenché. Hem, voilà, donc, juridique, consentement et troisième, c'est, l'aspect interopérabilité, parce que là, on a parlé d'acteurs bancaires, mais si chacun des acteurs bancaires avance sur des briques propres, Ah oui. heu, bah, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est standardisé en termes de processus, en Mmh. termes d'authentification, avec les marchands, avec les plateformes? Donc il y a un enjeu, pour faciliter tout ça. Imagine demain, tu utilises, par exemple Gemini pour commander un produit. Génial. Le truc, ils ont un partenariat avec Visa, ça déclenche, l'acte d'achat. Bah, donc c'est prélevé sur ton compte, mais peut-être que tu as utilisé le wallet Google. Mais si demain tu veux te faire rembourser, comment ça fonctionne? Mmh. Quel est le mandat inversé? Et puis comment tu contactes le marchand ou tu demandes, à l'agent IA, Ouais. de faire le processus, tu vois? Donc il y a beaucoup de briques comme ça. Je pense qu'on va y arriver, que ça va être simple et qu'on va pouvoir clarifier ce processus-là. Mais là, aujourd'hui, il y a des Mmh. questions parce qu'on ne sait pas comment normaliser l'ensemble de ces processus-là. Et là, on l'a bien vu avec Visa qui avait des briques, qui essayait Ouais. d'unifier, tout ça. Il y a il y a un besoin de normifier Mmh. tout ça, cette chaîne du paiement. Comme on l'a vu sur la partie data, hein, C'est Google, ça. ils ont dit: «Ouais, on met l'universal protocol». Bam, une fois qu'ils ont dit ça, bah, ils ont dit: «Bah oui», déjà les e-commerçants, ils ont déjà structuré toutes leurs données, pour Google, pour ressortir, correctement, pour Mmh. faire de l'ADS et autres, tu vois?
Donc, il y a une cohérence. Donc, il faut arriver avec des normes qui sont globales pour le marché pour après, standardiser Mmh. et permettre une fluidité beaucoup plus forte. Donc vraiment 3 axes, juridique, consentement et interopérabilité. Je pense que c'est les 3 enjeux, qui sont un peu bloquants, Mmh. aujourd'hui. Il y a encore pas mal d'étapes, hein, pour que tout ça soit clean et que tout ça soit clair. Justement, c'est quoi un petit peu les prochaines étapes? C'est quoi un petit peu ta conclusion sur ce sujet-là, du paiement agentique? Ouais, donc en conclusion, c'est d'avoir de la clarté. Je pense que le mot qui va être important, c'est avoir de la clarté et de la simplicité. Heu Il faut qu'il y ait une validation humaine qui soit simple et claire. Ouais, Heu, L'agent, il va chercher, il va comparer, il va préparer le panier et le consommateur, il va garder le dernier clic ou la dernière authentification. Donc, ça, à court terme, c'est le modèle qui est le plus acceptable pour les banques, les régulateurs, pardon, et les consommateurs. OK. Après, on aura une deuxième étape où, là, on sera plus, sur, heu, celle des achats délégués dans un cadre précis. Donc voilà, dès lors que les agents, ils vont arriver à maturité, que les banques, ils vont être à l'aise avec ce type de processus, qu'ils auront, comme on le disait, peut-être un plafond, tu vois, pour déléguer, l'acte d'achat. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment plusieurs strates, mais ça montre, l'étendue des possibles et comment vous pouvez, peut-être prendre la place dans, ce nouveau commerce agentique, dans ce nouveau monde, du paiement. Très bien, bah, écoute, merci Nicolas pour, ce décryptage, hein. C'est pas si simple encore d'avoir un vrai décryptage. On est quand même pas mal sur de l'anticipation, mais voilà, le paiement agentique, on parle toujours et beaucoup ces dernières semaines du commerce agentique. On avait envie de vous faire un petit épisode focus du paiement agentique. Où est-ce qu'on en est? Un petit peu l'état des lieux, ce qui a été fait, où on en est et où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos retours. Comme l'a dit, Nicolas à plusieurs reprises, on est curieux d'avoir, vos retours à droite, à gauche et ce que vous pensez, de cette, grande révolution qui est qui est en phase d'arrivée en fait, hein. Donc voilà, merci, de nous, partager vos retours. Avant qu'on se quitte, on va parler un petit peu d'Airwallex, donc qui sponsorise cet épisode. Comme je le disais en introduction, notre thème d'aujourd'hui: comment mieux piloter son e-commerce avec une vue unifiée des flux financiers? Puisque on peut l'imaginer, hein, quand vous discutez avec vos équipes, que ce soit finance ou opération e-commerce, voilà, il y a peut-être un sujet qui revient assez souvent, c'est la difficulté d'avoir une vision claire des flux financiers. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs PSP, plusieurs banques, des cartes, corporate éparpillées, la vue d'ensemble complète est rarement disponible et justement Airwallex a pris le problème à l'envers pour rassembler les encaissements, les paiements fournisseurs, les cartes d'entreprise et les autres conversions de devises sur une même plateforme. Ça permet d'avoir une vue, unifiée tout simplement, en temps réel, des flux, par pays, par devise, par ligne de business. Voilà, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple et derrière ça vous permet d'automatiser une grande partie des tâches manuelles. Donc voilà, c'est ce genre de fondation et de solution qui permet ensuite de scaler sereinement. On vous met un lien vers, Airwallex pour que vous découvriez, tout ça, cette solution si vous ne la connaissez pas, pour prendre contact avec eux si vous voulez une démo ou tout autre renseignement. Mais voilà, Airwallex est capable d'intervenir sur cette vue d'ensemble de tous vos flux financiers. Nicolas, avant qu'on se quitte, peut-être un mot pour justement pour Airwallex et pour notre audience? Ouais, un partenaire vraiment, qui est, dans cette, direction de l'innovation, hein. On échange pas mal, notamment sur ces sujets-là de commerce agentique, avec les équipes d'Airwallex. Nouvelle solution, qui, se développe très fortement, en Europe, et à l'international. Donc, voilà, si vous avez des sujets paiement, je vous invite juste à prendre quelques infos sur leur site, qui est extrêmement, Mmh, clair et pédagogique sur l'ensemble des fonctionnalités. Et comme tu l'évoquais Charles, le côté, agilité du paiement, c'est c'est ça. vraiment, le positionnement, et en termes d'interface, et d'expérience, je pense qu'il continue, d'apporter de la valeur dans cette logique d'orchestration, de paiement et dans les enjeux de demain qu'on a évoqués. Très bien, une nouvelle fois, merci à Alex de nous faire confiance et de sponsoriser cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, on est présent sur toutes les plateformes, à notre chaîne YouTube également en vidéo et notre newsletter qui sort tous les jeudis, toutes les semaines avec toutes les actualités de l'écosystème sur e-commercenation.fr. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition du Journal du commerce. Merci Nicolas une nouvelle fois pour ton décryptage. C'était le paiement agentique, notre sujet d'aujourd'hui. Merci de nous donner tous vos retours à ce sujet-là. Et on vous donne rendez-vous avec Nicolas très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.